Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une gigantesque structure. Le champ magnétique terrestre n'est pas spécifique à la Terre, mais elle l'est pour la vie, puisque sans elle, ni l'atmosphère, ni l'eau, ni la vie auraient pu coloniser notre planète. Alors, on baigne constamment dans des champs magnétiques. Ils sont vraiment partout, un peu omniprésents. Les appareils électroniques en produisent, mais aussi les outils de construction, les IRM ou encore la Terre. Pour replacer le champ magnétique terrestre dans l'histoire, il daterait de 3,45 milliards d'années, soit 1,1 milliard d'années après la création de la Terre. Et à cette époque, le champ magnétique n'était qu'à 50 ou 70% de son intensité actuelle, soit entre 27 000 et 36 000 nanotesla. Aujourd'hui, son intensité est plus entre 33 000 et 70 000 nanotesla. Un IRM, c'est 230 000 fois plus puissant et un petit aimant à tableau 20 000 fois plus puissant. Donc l'intensité du champ magnétique terrestre est faible, elle est même extrêmement faible. Il peut attirer une petite aiguille de boussole, mais pas nos aimants à tableau. Pour mieux comprendre le fonctionnement un peu spécial du champ magnétique terrestre, il suffit simplement de s'intéresser à son activité dans l'espace. Alors en effet, un champ magnétique, c'est une région à 3 dimensions qui est soumise à une force générée par un aimant. Alors la source d'un champ magnétique se présente généralement sous la forme de deux pôles, qu'on appelle dipôles, le pôle nord et le pôle sud. Et les lignes de champ se dirigent du pôle sud vers le pôle nord, et non l'inverse comme on peut le penser. Un champ magnétique, c'est aussi une grandeur physique, qui est caractérisée par une intensité magnétique à chaque endroit du champ, et qui se mesure en Tesla ou en nanotesla. Les lignes de champ aident à représenter sa direction et la structure, mais elles ne donnent pas d'indication sur l'intensité du champ magnétique à proprement parler. Alors, l'origine d'un champ magnétique se trouve au niveau des atomes. En fait, à l'échelle quantique, certaines particules possèdent un spin, qui est en fait un moment magnétique et cinétique qui leur est intrinsèque. Dans le cas d'un champ magnétique, c'est le spin des électrons qui nous intéresse. En fait, les électrons gravitant autour de leur noyau agissent comme de petites boucles de courant, générant un petit champ magnétique. Et en fait, suivant la composition de la roche, les champs magnétiques des électrons vont s'aligner et s'additionner pour former des champs magnétiques encore plus importants. C'est le principe de ferromagnétisme. Le fer ou le nickel sont des exemples de roches dites ferromagnétiques. En fait, dès qu'il y a un flux électrique, il y a un champ magnétique qui se crée et cela se traduit par l'existence d'une force agissant sur les charges électriques en mouvement que l'on appelle donc la force de Lorentz. Alors, dans le cas du champ magnétique terrestre, les mécanismes qui en sont à l'origine sont assez complexes et font encore aujourd'hui l'objet de recherches. Mais en fait, ils seraient similaires à ce qu'on appelle une dynamo auto-excitée, c'est-à-dire grosso modo qu'un courant électrique engendre un champ magnétique et que le champ magnétique engendre lui à son tour un courant électrique. Donc c'est un peu autosuffisant, c'est une boucle. Pour qu'un champ magnétique planétaire cette fois-ci voit le jour, il y a plusieurs conditions qui doivent être remplies. La première, la présence d'un liquide conducteur. La deuxième, une énergie afin de forcer le liquide conducteur à suivre un mouvement. Et puis cette énergie doit aussi permettre d'entretenir le mouvement qui doit être assez rapide. Et enfin, la présence d'un champ magnétique initial qui doit permettre d'amorcer le nouveau champ magnétique. Alors, pour notre planète, l'origine de son champ magnétique se trouve au niveau de ses couches. En fait, la Terre elle est composée d'un noyau et d'un manteau. Le noyau, lui, il est divisé en deux. On a le noyau interne qui est composé de fer solide et le noyau externe qui, lui, est composé de fer et de nickel liquide. Et c'est lui qui nous intéresse. Donc si on reprend nos trois conditions, l'alliage fer-nickel à l'état liquide constitue un conducteur. Les courants de convection du noyau externe liquide couplés à la rotation de la Terre permet de fournir une énergie et ainsi entretenir continuellement les mouvements de la matière liquide dans le noyau externe. Et finalement, le champ magnétique du Soleil a permis d'initier celui de la Terre, tout simplement. Alors, théoriquement, le champ magnétique terrestre n'est pas éternel. En fait, la température du noyau externe baisserait en moyenne et globalement de 25 degrés par milliard d'années. La baisse de température ainsi que les changements de pression entraînent la solidification des matières liquides. Et puis sans noyau externe liquide, il n'y a pas de courant de convection et sans ces courants de convection, il n'y a pas de champ magnétique. Et en fait, il s'effondre. Et en fait, selon de récentes études, il suffirait peut-être qu'entre 10 à 20% de la masse du noyau externe soit solidifiée pour affaiblir le champ magnétique de manière significative. Donc le noyau externe de la Terre liquide se solidifie peu à peu, mais très lentement, je vous rassure tout de suite.
Alors, malgré le fait que la magnétosphère ne soit pas éternelle, cette gigastructure est bien utile au quotidien. Et d'ailleurs, nous lui devons l'habitabilité de notre planète. Le champ magnétique terrestre forme une pseudosphère protectrice de 60 000 km du côté solaire et environ 400 000 km du côté antisolaire. Et il faut savoir que la forme de la magnétosphère provient d'une déformation due au vent solaire, ce qui lui donne cette forme un peu particulière, demi-circulaire à l'avant et très allongée à l'arrière, que l'on appelle la magnétoqueue. Alors, la magnétosphère, elle est composée de plusieurs parties et on les diffère généralement en fonction des lignes magnétiques ainsi que leur composition. Alors, elle commence entre 800 et 1000 km d'altitude juste au-dessus de l'ionosphère, une des dernières couches de l'atmosphère terrestre. Alors, en bleu, c'est ce qu'on appelle la surface de choc d'étrave. C'est tout simplement le premier rempart qui fait face au vent solaire. Ensuite, la limite entre l'espace interplanétaire et la magnétosphère, ici vous voyez en rose, est appelée la magnétogène. C'est une zone de forte turbulence entre la surface de choc d'étrave et la magnétopause. Alors maintenant, à cause des balayements des lignes magnétiques par les vents solaires, il existe deux cornets au pôle, et ces cornets sont tout simplement des tubes où le champ magnétique est évasé vers l'arrière du champ, ce qui permet aux particules chargées des vents solaires de s'y introduire et d'entrer plus facilement en contact avec l'atmosphère, créant ainsi des aurores boréales ou australes si vous êtes dans l'hémisphère sud. Maintenant, à plus basse altitude, des particules chargées peuvent rester piégées entre les lignes de champ de la magnétosphère et la pression de l'atmosphère, ce qui crée tout simplement une zone où réside du plasma froid, environ 10 000 Kelvin, soit 9700 degrés Celsius. Et ouais, c'est froid. C'est ce qu'on appelle la plasmasphère ou la ceinture de Van Allen. Alors, la ceinture de Van Allen, elle occupe la majeure partie de la plasmasphère. Et le plasma est tout simplement dû à la forte présence de particules provenant du Soleil, mais surtout de l'ionosphère. Puisqu'en fait, c'est ce qui différencie le plasma de la magnétosphère, qui provient plus du milieu interplanétaire, du plasma présent dans cette ceinture qui, elle, provient plus donc de l'ionosphère, de l'atmosphère. Alors la ceinture interne va de 700 à 10 000 km et elle est principalement constituée de protons à très haute énergie, c'est-à-dire plusieurs centaines de mégaélectronvolts. La ceinture externe, elle se déploie entre 13 000 et 65 000 km et elle est principalement constituée d'électrons à très haute énergie. Alors maintenant qu'on a compris son origine et sa structure, il est peut-être plus facile de comprendre que bien que très faible, le champ magnétique a une utilité capitale. Puisque le champ magnétique terrestre permet tout simplement de protéger la surface du globe des particules chargées du Soleil, alors que ce soit des vents solaires ou des éjections de masse coronale. Elle nous protège aussi des rayons et des particules hautement chargées des rayons cosmiques, et sans elle, l'atmosphère de la Terre aurait été balayée par les gaz de l'espace interplanétaire. Enfin, l'eau aurait probablement été évaporée, voire tout simplement jamais existé, puisque les particules solaires auraient dissocié les molécules d'eau en hydrogène et oxygène. En clair, sans la magnétosphère, la Terre ressemblerait plus à Mars, qui elle ne possède plus de champ magnétique depuis déjà 4 milliards d'années. Et oui, Mars avait jadis un champ magnétique, mais selon les scientifiques, la planète trop froide, puisque trop loin du Soleil, n'aurait pas pu conserver son noyau liquide et le manque de courant de convection en son noyau a empêché l'entretien à long terme d'un champ magnétique. C'est la présence d'une polarisation magnétique des roches à sa surface qui nous a permis de le comprendre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était clair. Je vous mets ma dernière vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit pouce si vous avez aimé. Ciao!